Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, bien avant que les cartes coloniales ne redessinent les frontières, vivait un peuple fort, organisé, spirituel et farouchement indépendant, les Assantes, parfois appelés Ashanti. Issus de la grande famille des peuples Akam, ils avaient bâti un royaume dont la richesse et la cohésion faisaient l'admiration et la convoitise des puissances européennes. C'est dans ce monde, en mutation, entre traditions anciennes et menaces coloniales, qu'émerge une figure hors du commun, une femme, une reine, une légende. Son nom, Yaa Asantewaa. Le royaume Assante naît au début du XVIIIe siècle, en 1701, lorsqu'un grand chef visionnaire, Osei Tutu, unifie plusieurs clans dispersés grâce à l'aide d'un prêtre spirituel, Okomfo Anokie. Cette union se scelle par un acte mystique, la descente céleste d'un tabouret en or pur, matérialisation divine de l'unité du peuple Assante. Ce n'est pas un simple objet de pouvoir, c'est le Sika Dwa Kofi, le tabouret d'or. Il renferme l'âme collective des Assantes, les vivants, les morts et les enfants à naître. Dans la culture assante, le tabouret est central. On y naît, on y meurt, on y est intronisé. Le tabouret d'or n'a pas d'équivalent. Il est le cœur vivant de la nation. Osei Tutu devient le Asantehene, roi suprême. Il établit une administration efficace, un système de justice traditionnel, une armée disciplinée et surtout un lien spirituel fort entre le peuple et son trône. Dans ce royaume dirigé par des hommes, le pouvoir se transmet par les femmes. Chez les Akan, la société est matrilinéaire. C'est la lignée maternelle qui décide de l'héritage, du pouvoir, des terres et du nom. Les enfants n'appartiennent pas à la famille du père, mais à celle de la mère. Et dans chaque clan, une figure incarne cette sagesse féminine, la reine-mère ou Asantehema. Ce rôle n'est pas symbolique. La reine-mère choisit le roi, peut le révoquer et dirige une partie des affaires judiciaires et politiques. Elle est souvent plus écoutée que le roi lui-même, car elle incarne la continuité, la stabilité et la mémoire collective du clan. C'est dans ce contexte puissant qu'est né Yaa Asantewaa, vers 1840, dans le village de Buses, dans la région d'Ejisu, au sein du royaume Assante. Sa famille appartient au clan Oyoko, le même que celui des rois de Kumasi. Elle grandit dans un environnement où les femmes sont respectées, écoutées et participent activement aux décisions communautaires. Fille de fermier, elle développe très tôt un esprit critique, un attachement profond à la justice et une connaissance fine des traditions. On raconte qu'elle était douée pour l'orature, cette capacité à parler avec force et conviction. Elle devient aussi une planteuse aguerrie, maîtrisant les cycles agricoles, les remèdes naturels et les techniques de conservation. Son destin bascule lorsque son frère, Afran Panin, devient chef d'Ejisu, une des provinces importantes du royaume. Il la nomme reine-mère, une décision saluée par les anciens. Dès son arrivée au pouvoir, Yaa Asantewaa se fait remarquer pour son sens de l'équité. Elle défend les veuves, protège les orphelins, arbitre les conflits de terre et encourage l'éducation des filles, ce qui était rare à l'époque. Elle siège dans les conseils, n'hésite pas à contredire les chefs et devient rapidement une figure centrale du royaume. Mais pendant ce temps, le monde change.
La conférence de Berlin de 1884 à 1885 a ouvert la voie au partage de l'Afrique entre puissances européennes. Le Royaume-Uni, déjà bien implanté sur la côte, vise désormais l'intérieur des terres. Les Azantes sont vus comme un obstacle à la domination totale de la Gold Coast. Leur indépendance, leur armée, leur or et surtout le tabouret d'or suscitent une obsession croissante. En 1896, le roi Asantehene Prempeh Ier refuse de signer un traité qui ferait de son royaume un protectorat britannique. En réponse, les troupes britanniques envahissent Kumasi, arrêtent Prempeh, sa famille, ses conseillers et les déportent dans les îles Seychelles. Le royaume est décapité. Les chefs hésitent. Le peuple est en deuil. Mais le tabouret d'or reste caché, inviolé. C'est alors que Yaa Asantewaa, désormais reine régente d'Ejisu, entre véritablement dans l'histoire. En mars 1900, alors que le roi Prempeh est toujours en exil aux Seychelles, le gouverneur britannique de la Gold Coast, Sir Frederick Hodgson, convoque une assemblée des chefs Asante à Kumasi. Il veut en finir une bonne fois pour toutes avec cette résistance invisible. Devant une foule médusée, il lance ces mots « Je suis ici au nom de Sa Majesté la Reine. Pourquoi ne suis-je pas assis sur le tabouret d'or? Il m'est dû. Où est-il? Pourquoi ne l'avez-vous pas apporté à mon arrivée ?» Ce discours est vécu comme un sacrilège, une provocation ultime. Dans la cosmologie asante, nul roi, aussi puissant soit-il, ne peut s'asseoir sur le tabouret d'or, encore moins un étranger et surtout pas un colonisateur. Les chefs asantes sont abasourdis. Beaucoup baissent les yeux, d'autres hésitent. La peur de représailles est grande, mais une voix s'élève, ferme, vibrante, celle de Yaa Asantewaa. Elle se lève devant tous et prononce un discours devenu légendaire. Comment un peuple fier comme les Asantes peut-il rester passif pendant que les Blancs capturent notre roi, humilient notre peuple et exigent notre trésor sacré? Si vous, les hommes, refusez de vous battre, alors donnez-moi vos pagnes et je vous prêterai mes sous-vêtements. » Puis elle saisit un fusil et tire dans le plafond. Ce geste frappe les esprits. La honte change de camp. Les chefs, galvanisés par cette femme, se lèvent un à un. Le conseil la nomme alors chef de guerre suprême. Une décision sans précédent dans l'histoire du royaume. Yaa Asantewaa ne se contente pas de faire des discours. Elle organise, arme, commande. Elle lève une armée de 5000 combattants, hommes et femmes, issus de différents villages. Elle établit des points de surveillance dans la forêt, bloque les routes entre Kumasi et la côte et ordonne le siège du fort britannique. Les troupes coloniales, retranchées dans leur fort, manquent de vivres. La chaleur, la maladie et la peur s'installent. Pendant des mois, les forces asantes empêchent tout renfort d'arriver de la côte. Les femmes jouent un rôle essentiel. Certaines participent au combat, d'autres chantent des chants de guerre, soignent les blessés ou fournissent de la nourriture. Beaucoup refusent d'avoir des relations sexuelles avec les hommes qui ne participent pas à la résistance. Une forme de pression sociale et de loyauté envers la reine. Mais le vent finit par tourner. Les Britanniques, ne pouvant tolérer une telle humiliation, envoient une force expéditionnaire massive depuis la côte, avec artillerie lourde,
fusils à répétition et troupes fraîchement débarquées. Après une série d'affrontements sanglants, le fort de Kumasi est dégagé. Yaa Asantewaa est capturée, avec plusieurs de ses généraux. Elle est envoyée en exil à Mahé, une île des Seychelles. Elle ne reverra jamais sa terre natale. Dans l'exil, elle garde sa dignité. Elle refuse de se soumettre, continue de prier selon ses traditions et enseigne aux jeunes filles de la cour en exil. Son esprit reste tourné vers Ejisu, vers Kumasi, vers le Tabouret d'Or. Elle meurt le 17 octobre 1921, âgée d'environ 80 ans. Mais son corps ne restera pas loin de ses ancêtres. En 1924, le roi Prempeh Ier, désormais autorisé à rentrer au Ghana, fait rapatrier ses restes pour des funérailles royales. Militairement, les Assantes perdront cette guerre. Le royaume devient un protectorat britannique. Mais sur le plan symbolique, la colonisation n'a jamais pu prendre le cœur des Assantes. Le Tabouret d'Or n'a jamais été trouvé. Il n'a jamais quitté les mains du peuple. Aujourd'hui encore, il est caché, protégé, vénéré et ne sort que lors de cérémonies très rares. Après la capture de Yaa Asantewaa, l'Empire britannique annexe définitivement le royaume Assante. Le système politique indigène est démantelé. Kumasi devient une ville coloniale. Le Tabouret d'Or est toujours introuvable, ce qui ronge les autorités coloniales, incapables de contrôler pleinement l'âme du peuple. Mais dans les foyers, dans les contes, dans les chants de guerre, le nom de Yaa Asantewaa se transmet comme un secret de fierté, comme un espoir interdit, comme une braise qui couve sous les cendres. Dans les années 1940 et 1950, une nouvelle génération d'Africains éduqués commence à revendiquer l'autonomie politique, inspirée par les luttes anticoloniales à travers le monde. Parmi eux, Kwame Nkrumah, fils d'une famille Akan, brillant orateur et penseur panafricain. Formé aux États-Unis puis en Angleterre, il revient au Ghana avec une vision claire. Nous devons prendre notre destin en main. Yaa Asantewaa devient alors un symbole pour cette génération. Non plus seulement une figure historique, mais un modèle de courage et de leadership africain au féminin. Des intellectuels comme J.B. Dankwa ou George Padmore évoquent son nom dans leurs écrits. Des femmes comme Hannah Cudjoe, activiste ghanéenne, l'invoquent pour mobiliser les mères, les épouses, les sœurs dans la lutte pour la libération. Le 6 mars 1957, le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Dans un geste hautement symbolique, Kwame Nkrumah refuse de porter un costume européen. Il arbore plutôt un tissu kente traditionnel, assante, coloré, majestueux, tissé à la main. Dans son discours historique, il déclare « Nous avons obtenu l'indépendance, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de la libération totale de l'Afrique. » Et il ajoute « Nous n'oublierons jamais les mères, les femmes, les combattantes. Yaa Asantewaa vit en chacune d'entre vous. » En 1960, 3 ans après l'indépendance, une école secondaire pour filles est fondée à Kumasi, en son nom, Yaa Asantewaa Girls Secondary School. Elle forme depuis plus de 60 ans des générations de femmes leaders dans les domaines de l'éducation, de la médecine, de la politique et des arts. En l'an 2000, pour le centenaire de la guerre du Tabouret d'Or,
une grande célébration est organisée à Ejisu. Des chefs traditionnels, des artistes, des chercheurs africains et de la diaspora se rassemblent. Un musée est ouvert pour conserver ses souvenirs, son histoire, sa voix. Aujourd'hui, Yaa Asantewaa inspire bien au-delà des frontières du Ghana. Elle est étudiée dans les universités africaines, célébrée dans les musées occidentaux, invoquée dans les cercles féminins panafricains. Son histoire est racontée dans les mouvements afroféministes, décoloniaux et spirituels qui appellent à redonner aux femmes africaines leur juste place, celle de créatrices de vie, mais aussi de protectrices de la mémoire et de guerrières quand il le faut. Aujourd'hui encore, le tabouret d'or reste un objet sacré. Il ne peut jamais toucher le sol. Il est porté sur un coussin, souvent accompagné de symboles d'éléphant, l'animal royal des Asanthes. Lorsqu'un nouveau roi est intronisé, il ne s'assied pas sur le tabouret. Il est soulevé au-dessus, 3 fois, en un geste symbolique. Je ne suis pas le propriétaire du peuple, mais son serviteur. Ce rituel, inchangé depuis plus de 3 siècles, rappelle que le pouvoir est une responsabilité spirituelle, pas une domination. Yaa Asantewaa n'était pas une exception. Elle était l'incarnation d'un héritage ancestral où les femmes étaient fortes, respectées, capables de guider et de combattre. Elle n'a pas seulement défendu un trône, elle a protégé une mémoire, elle a honoré une lignée et elle a annoncé une génération nouvelle. Aujourd'hui, partout en Afrique et au-delà, son nom résonne comme un cri de dignité. Nous ne sommes pas vaincus, nous ne sommes pas oubliés, nous sommes héritiers de reines. Si vous avez aimé cette vidéo et que l'histoire de Yaa Asantewaa vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Abonnez-vous à la chaîne Le Baobab intérieur pour découvrir d'autres récits puissants d'Afrique, des figures oubliées de la résistance et des trésors de sagesse ancestrale. Ensemble, faisons rayonner notre histoire. À très bientôt, et que vos racines soient votre force.